BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir est seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours. On y consacre chaque vendredi 25 minutes l'avenir à travers les blockchains et les cryptos. Bienvenue à tous, nos NFT, rien qu'à nous, sont là, présents. Ils répondent à l'appel chaque vendredi. Nos talents non fongibles, Claire Balva. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Elle représente Desblocs sur ce plateau. Lui représente Meria et sa chaîne YouTube Asher. Owen Simonin. Bonjour Owen. Ravi aussi de vous retrouver. Depuis votre Moselle, chérie Owen. Et puis, bien sûr, beaucoup d'actualités qu'on va accueillir, décrypter, analyser, anticiper aussi la suite. Vous apporter des clés d'anticipation, c'est notre mission aussi chaque vendredi. Mais d'abord, un peu d'anticipation sur les cours des cryptos. Gilles Santacreux également nous accompagne depuis boursicoté.com, analyste technique indépendant. Bonjour Gilles. Ravi de vous retrouver. Déjà sur le Bitcoin, quel potentiel vous voyez pour la suite, Gilles ? Alors sur le Bitcoin, on est toujours dans une configuration de triangle symétrique, c'est-à-dire qu'on est venu, on est parti d'une zone de cotation proche des 45 000 $ pour un Bitcoin. On est monté inscrire donc un nouveau point haut à 74 000 par là, et ensuite on s'est stabilisé. Alors on se stabilise entre cette zone de point haut et un support à 61 000 $, et on oscille avec une volatilité qui va en décroissant au sein de cette zone, ce qui constitue un triangle symétrique, c'est-à-dire qu'on a des points hauts qui baissent, des points bas qui montent, et tout cela évolue avec de moins en moins de volatilité. C'est une figure donc de continuité qui pour l'instant donc neutralise la tendance court terme, mais qui pourrait bien nous donner un signal de reprise en cas de sortie de la résistance oblique, donc qui constitue le haut de cette configuration. On validerait cette reprise au mouvement haussier par inscription d'un nouveau plus haut historique, donc là, quelque part, ça serait assez logique. Donc globalement, c'est neutre d'un point de vue court terme actuellement, avec un léger biais haussier de préférence pour la reprise justement de la tendance moyen terme qui est positive. Mais pour l'instant, en tout cas, on ne sait pas à quel moment va sortir le Bitcoin de cette configuration. Effectivement, alors on va suivre le halving, on y reparlera, on y reviendra dans un instant dans les pros des cryptos, bien sûr. Bitcoin d'une part, Ether d'autre part. 3 250 $ l'Ether en ce moment. Le potentiel, est-ce qu'on lui trouve un peu plus de visibilité ? En tout cas, est-ce qu'on arrive davantage à voir les prochains points, les prochains seuils à partir desquels l'Ether pourrait éventuellement accélérer à la hausse, Gilles ? Alors, l'Ethereum, il a une configuration qui ressemble à celle du Bitcoin, mais avec un peu plus de faiblesse, malheureusement. On a eu une zone de point haut qui n'est pas un point haut historique, aux alentours des 4 000 $, et ensuite on s'est stabilisé dans un range entre 3 130 et 3 600 $. On se stabilise dans cette zone, mais plutôt dans la partie inférieure de ce range. C'est d'ailleurs, on est proche de la partie inférieure de ce range actuellement. Une rupture de cette zone des 3 130 exactement, donnera un objectif de retour sur une ancienne zone de résistance majeure à 2665 $ pour un Ether. Pour l'instant, en tout cas, on a plus, je dirais, de probabilité baissière sur l'Ether que ce que nous en avons sur le Bitcoin. Un retour au-delà des 3600 nous redonnerait un petit peu de positif sur le suivi de cette tendance, mais ce n'est que sur rupture des 4100 $ pour un Ether que l'on aurait vraiment une vraie reprise de la dynamique haussière. Donc pour l'instant, on attend, on est dans une phase de consolidation horizontale avec un petit biais plutôt négatif vu la configuration actuelle. Quelques-uns des seuils techniques à avoir en tête. Gilles Santacreux, boursicoté.com, qui va d'ailleurs nous accompagner dans les pros des cryptos, mais aussi dans BFM Bourse, comme chaque vendredi. Au menu des pros des cryptos, on va en parler avec nos experts. Merci Gilles, on vous remercie d'ailleurs. Nos experts, Owen, Claire, dans un instant, le halving, bien sûr, on va en parler tous les trois. Le halving de Bitcoin attendu autour du 20 avril. Alors quel impact possible sur les cours et quel impact à attendre aussi sur la demande en Bitcoin et pourquoi pas la collecte des ETF. On va leur poser la question. Les ETF spot Ether, eux, se font toujours attendre. Mois d'avril, est-ce que ce sera pour le mois d'avril ? La pression semble monter. On vous fera part des tout derniers développements. Et puis un peu de pédagogie aussi. On essaie à chaque fois, en abordant cette thématique, cet univers des cryptos, de vous apporter des clés de compréhension. Le stacking, on va en parler précisément grâce à nos deux experts et notamment parce qu'on a une nouvelle actualité autour du stacking. Il se trouve que Lido, qui est le leader historique du marché, Lido est en train de perdre des parts de marché. On essaiera de comprendre ce qui se joue. Puis on évoquera aussi les routes de la soie chinoises. La Chine va recourir à une blockchain publique pour nouer ses futurs partenariats commerciaux. Sous les routes de la soie, la blockchain. C'est parti, les pros des cryptos. 20 minutes ensemble. BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Owen est là, à distance, donc à la tête de Meria et sa chaîne YouTube, Asher avec un H au début. Ça va, Owen ? Très très bien. On profite Merci. de la fin de l'hiver crypto, de plus en plus d'abonnés. Combien d'abonnés désormais sur votre chaîne YouTube ? Plus de 660 000, on y va. Ah oui, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était il y a... Non mais ça va vite, Claire, vous souriez, mais dites donc, on était à 650 il y a 3 semaines, un mois, donc ça monte effectivement. Claire Balva aussi nous accompagne pour Débloc. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Ravi aussi de vous recevoir, vous accueillir, comme chaque vendredi, en forme. Très en forme. Très en forme. Bon, même si on aimerait bien voir de nouveaux records. On en a eu il y a quelques semaines. Alors, j'étais pas là, je l'ai raté. Voilà, j'étais en vacances. Je suis parti en vacances au moment où il y a eu ce record du Bitcoin. J'étais pas là. C'est pas de chance. Mais peut-être, y en aura-t-il d'autres ? Il y en aura d'autres. Effectivement, il y a toujours de nouvelles occasions de vivre les choses en direct. Première émission du mois d'avril. On est content de se retrouver et on va faire un petit bilan du mois de mars, du coup, avant de parler du halving du Bitcoin qui approche désormais. Bilan du mois de mars, notamment pour les ETF Bitcoin Owen. On est sur quelle dynamique désormais ? Alors, sur les ETF Bitcoin, on est sur à peu près 110 milliards de volume sur le mois de mars. Pour le coup, il faut comprendre que ce ne sont pas que des volumes qui sont entrants. Quand je dis volume, c'est bel et bien les achats et les ventes. Et une majorité de ce volume qui est un repositionnement. Repositionnement qui vient principalement du fonds GBTC de Grayscale, des utilisateurs qui quittent ce fonds pour aller se positionner sur celui de BlackRock avec des frais beaucoup plus bas. Depuis la création des ETF, notamment de ETF Bitcoin et de cette toute première vague d'approbation de la SEC, on est sur plus de 12 milliards d'euros de flux entrants, à peu près 12,5 milliards pour être très précis. Et on se retrouve du coup avec une grosse question aux lèvres. Est-ce que le halving de Bitcoin qui arrive très bientôt devrait accélérer ou non cette collecte ? Oui, on va se poser cette question justement, parce qu'il y a l'écume des jours, on suit au quotidien le marché, mais on garde toujours le regard porté vers l'horizon, le lointain. Et au loin, c'est pas un iceberg qu'on aperçoit au loin, mais du vert. C'est une prairie. Je vois de l'herbe, des fleurs, des enfants qui jouent. C'est le halving. La terre promise des fans du Bitcoin, ce halving, le mécanisme inscrit dans l'ADN du Bitcoin qui va entraîner autour du 20 avril une plus grande pénurie de Bitcoin face à la demande. On se demande souvent quel impact le halving aura sur les cours du Bitcoin. Mais on va aussi se demander ici, au-delà de l'impact sur les cours, quel en sera l'impact sur la demande en Bitcoin. Est-ce que une fois le halving en cours, on peut imaginer que la demande augmente encore. Claire ? Oui, alors le halving en tant que tel n'a pas vraiment d'impact direct sur la demande, c'est plutôt un impact indirect. Ce qui se passe, c'est que le halving a un impact direct sur l'offre de Bitcoin, puisqu'il y a 2 fois moins de Bitcoin qui sont émis toutes les 10 minutes. Et donc, comme il y a moins de Bitcoin, forcément, si la demande ne baisse pas, en tout cas si elle reste au même niveau, le prix du Bitcoin augmente. Et c'est ce prix qui augmente qui crée une sorte de cercle vertueux, on peut dire, et qui va soutenir la demande et donner envie aux gens d'acheter, puisque quand vous voyez des courbes qui montent, vous avez souvent un peu plus envie d'acheter. Et donc, ce qui s'est passé lors des derniers halvings, c'est qu'effectivement, comme le prix est monté après le halving, sensiblement, la demande, elle s'est mise à monter aussi, et on a eu comme ça une sorte d'enchaînement entre la raréfaction de l'offre et la hausse de la demande a posteriori. Mais voilà, rien ne nous dit effectivement que ce sera de nouveau le cas cette fois, donc il faut rester prudent, même si on arrive maintenant vers le halving avec une attente qu'on n'avait pas forcément les dernières fois. Lors des derniers halvings, on avait moins de recul, il y avait eu moins de halving précédemment, tout simplement. Et donc là, comme on a vu que les dernières fois ça avait monté, on en attend encore plus. Effectivement, donc par ricochet, peut-être que ça entraînera un regain de demande encore, ce qui accélérerait la hausse des cours, mais rien n'est garanti, on n'en sait rien, on va voir. Puis peut-être que des choses ont déjà été anticipées dans les cours aussi et les récents records. On arrive déjà avec des niveaux de prix qui sont assez élevés, notamment du fait des ETF. Le halving du Bitcoin, donc comme une terre promise, vous la voyez cette prairie, quelques fleurs, attention au mirage néanmoins, on verra ce que nous offre ce halving dans quelques semaines, ce sera autour du 20 avril, a priori. Oui, dans 15 jours. En 2 semaines, effectivement. Alors certains espèrent cette nouvelle poussée haussière du Bitcoin, au point qu'on finit par se demander si le Bitcoin n'est pas en train de redevenir, comme au début de l'ère crypto, de redevenir l'alpha et l'oméga de l'écosystème. Tether, par exemple, investit dans le Bitcoin. Owen signe que toutes les entreprises crypto veulent avoir du Bitcoin en trésorerie désormais. Oui et non. Pour le coup, Tether, je le rappelle, c'est le plus gros stablecoin de l'écosystème des crypto-monnaies, valorisé à plus de 90 milliards de dollars. Pour donner un petit exemple, en mai 2023, ils annonçaient déjà investir 15% de leurs bénéfices sur du Bitcoin. En novembre 2023, ils annonçaient investir un demi-milliard de dollars pour miner du Bitcoin. On sait que le Bitcoin s'est valorisé depuis. Et en plus de tout ça, on sait que 2% des réserves de ce fameux stablecoin, donc du Tether, sont déjà positionnées en Bitcoin. Tether est une entreprise particulièrement convaincue depuis très longtemps, qui est dans cet écosystème depuis 10 ans, et
tout qui n'a fait que et accentuer confiance pour l'économie et pour Bitcoin. Est-ce que je crois qu'on est ils en ont train la de même conviction? Non. perdre Par Owen. contre, Non, ça veut il- dire que ceux qui le côtoient et qui l'utilisent depuis plus de 10 ans en sont convaincus. Voilà ce que ça signifie. Ils y sont sur ce marché crypto depuis plus de 10 ans, effectivement, Tether. Donc, faut pas être surpris de les voir convaincus de l'intérêt de Bitcoin. Ils l'étaient déjà. Quand on a investi dans les cryptos il y a 10 ans, c'est qu'on était déjà quand même relativement convaincus Oui. et convertis au Bitcoin. C'était presque étonnant qu'il ne l'ait pas déjà fait, quoi. Bon, ce halving, donc, et on en verra les conséquences. Les pros des cryptos, votre machine a condensé le temps. Une semaine d'actu crypto, résumé en 25 minutes. Et voici, comme chaque semaine, chaque vendredi, la question crypto qui claque. Chaque semaine, on pose une question qui fâche sur nos réseaux sociaux, notre fil X, BFM, crypto notamment. Owen et Claire, êtes-vous prêts? On est prêt. Voici la question de la semaine. On vous offre de l'or. Imaginez, on vous offre de l'or, voilà, une once d'or, un lingot d'or. Entre nous, cet or, vous le gardez au chaud ou vous le convertiriez en Bitcoin? On vous offre de l'or. Vous le convertissez en Bitcoin ou vous le gardez tel quel? Je vous laisse une seconde de réflexion. Claire, Owen également. Un léger malaise. Pas facile. Claire, Ça dépend combien. Non, mais ça dépend quel poids d'or on m'offre. Owen, Au Bitcoin. vous convertissez en Bitcoin, Owen. Vous aussi, chez vous, vous avez peut-être un avis aussi tranché que nos pros des cryptos. N'hésitez pas à participer sur nos réseaux sociaux, continuez de répondre, le questionnaire reste ouvert, nous apportez surtout vos arguments en commentaire. Dans un instant, d'ailleurs, on vous dira comment vous avez voté. Est-ce qu'en majorité, si on vous offrait de l'or, vous le convertiriez en Bitcoin? Elle est intéressante cette question quand même, parce qu'on compare régulièrement le Bitcoin à l'or et l'or au Bitcoin. Vous avez répondu, ça dépend combien? Qu'est-ce que vous voulez dire, Claire? Pour moi, c'est assez risqué d'avoir une Owen, réponse ça va être tranchée à cette question, parce que ça dépend de votre patrimoine personnel et de ce que vous avez déjà fait de votre argent. C'est-à-dire que, bon, moi je donne un exemple, moi j'ai pas d'or aujourd'hui, donc voilà, si on m'offre un peu d'or par rapport à mon patrimoine, je trouverais ça intéressant de le garder, ça me permet de diversifier ce que j'ai. En revanche, si on m'en offre beaucoup par rapport à mon patrimoine, ça n'a aucun sens d'avoir trop d'or par rapport à ce que je détiens en euros, en bitcoin, etc. Donc pour moi c'est vraiment une question très personnelle de gestion de ses finances. Et on a raison de continuer à comparer l'or et le Bitcoin, franchement. Enfin, oui, vous diriez le Bitcoin, c'est l'or numérique. Pourquoi est-ce qu'on entend régulièrement ça? Pourquoi est-ce qu'on le lit? Oui, alors la comparaison, elle a quelque chose de vrai. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une quantité limitée sur les deux actifs. L'or est en quantité limitée, Bitcoin aussi. Il en reste un peu à découvrir, à miner dans les deux cas. Donc il y a ce côté rareté qui est vraiment très important et fondateur là-dedans. Le Bitcoin a un certain nombre d'avantages que l'or n'a pas, qui est qu'on peut se l'envoyer très rapidement à l'autre bout de la planète. Mais donc oui, cette comparaison, elle a du sens, même si forcément il y en a un qui est physique, l'autre est numérique, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais on va continuer à suivre cette comparaison longtemps, je pense. Owen, on vous a retrouvé au téléphone. On n'a pas très bien entendu, pour être honnête, Owen. Si on vous offrait de l'or, est-ce que vous le convertiriez en Bitcoin ou est-ce que cet or, vous le garderiez au chaud, Owen? Non, je le convertirai en Bitcoin. J'aime beaucoup l'or, c'est un actif que j'apprécie énormément, surtout avec les incertitudes qu'on a dans le monde de la finance aujourd'hui. Mais pour le coup, dans une certaine quantité, je pense que c'est dangereux de le détenir soi-même. Il n'est pas aussi transportable, c'est pas aussi simple de payer avec. J'en détiens aujourd'hui, mais je préfère naturellement Bitcoin de par ma connaissance de cet actif. C'est la question crypto qui claque. Comment vous, qui nous suivez régulièrement à la radio, à la télé, également podcast, replay sur notre chaîne YouTube BFM Crypto, avez-vous voté? Voici vos réponses. On vous offre de l'or, est-ce que vous le convertissez en Bitcoin? Oui à 53%. Non, vous le gardez au chaud, vous gardez votre or tel quel à 47%. Donc très légère majorité pour convertir l'or en Bitcoin. Mais on voit que c'est serré. D'ailleurs, vous apportez vos arguments aussi en commentaire. C'est ça qui est intéressant chaque semaine. Par exemple, voilà, un de nos auditeurs, il s'appelle Flux Never Die. Il nous dit, j'ai beau être crypto addict, adorer les cryptos, j'ai quand même envie, si on m'offre de l'or, de couvrir mes cryptos avec de l'or. Voilà pourquoi cet auditeur, sur notre questionnaire, a choisi de répondre qu'il garderait son or au chaud. Un autre de nos auditeurs, MyCrypto, c'est son surnom, nous dit, super intéressant ce résultat très serré, le bitcoiner considère à valeur égale l'or physique et le bitcoin. C'est pour ça que le résultat est si serré. 53% d'entre vous donc convertiriez en bitcoin votre or. Ouais. Je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des cryptos et notamment du bitcoin
comme parfois premier actif d'investissement. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas déjà forcément des actions et d'autres actifs dans son patrimoine quand il achète des cryptos. Et donc, c'est des gens qui ne sont pas forcément familiers de l'investissement traditionnel, à qui c'est pas venu à l'esprit, comme ça, d'aller acheter de l'or en bourse ou ailleurs. Mais finalement, si on leur donne de l'or, là, ils se disent, là, finalement, c'est intéressant parce que c'est facile, parce que je l'ai d'un coup, il n'y a pas de friction pour aller en acheter. Alors, le Bitcoin a battu son record en dollars, évidemment, il y a quelques semaines. En revanche, en once d'or, c'est pas le cas, parce que l'or aussi monte. L'or est sur des plus hauts historiques. Pour ce qui concerne par exemple l'once d'or, on a franchi cette semaine la barre des 2300 et encore aujourd'hui d'ailleurs, 2307 $ en ce moment l'once d'or. On compare souvent les deux. Les banques centrales, elles achètent de l'or, pas du Bitcoin. Elles font la différence, les banques centrales. Oui, on pourrait aussi dire que ce sont les monnaies traditionnelles qui baissent. Effectivement aussi. Les fans d'Ethereum, pendant ce temps, ils nous écoutent et ils rongent leurs freins. Ah là là, ils parlent que du Bitcoin dans les pros des cryptos. On va parler de vous également, fans d'Ethereum, nombreux que vous êtes. Vous rongez votre frein parce que vous attendez toujours la validation des ETF Ether. Et j'ai l'impression que la confiance vacille un peu sur la validation de ces ETF Ether. Une impression fidèle à la réalité ou pas, en l'occurrence Claire ? Alors oui, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une pression politique qui s'accentue sur la SEC, avec notamment des parlementaires au Congrès américain qui sont très hostiles aux crypto-monnaies en général et donc à la validation des ETF Ethereum Spot. On a aussi vu une sorte d'enquête préliminaire de la SEC qui interroge des personnes travaillant dans des entreprises liées à la fondation Ethereum, avec des questions qui montrent quand même que la SEC essaye de prouver que l'Ether est une security, donc ça non plus, c'est pas très rassurant. Maintenant, c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire c'est reporté, c'est reporté, c'est reporté. Ça devait être pour avril, on est en avril, mais bon. Oui, mais la réalité, c'est que tout le process de dépôt, de candidature des ETF, comment ça se passe ? Il y a une candidature au début, et puis ensuite, il y a toute une série de deadlines intermédiaires avant la deadline finale. Et donc, on imagine parfois que la SEC va se prononcer directement, très franchement, dans les deadlines intermédiaires. En fait, elle n'a aucun intérêt à faire ça. Elle attend toujours la deadline finale, et cette deadline, elle est fin mai, il me semble que ça doit être le 23 ou le 24, avec deux des ETF que sont ARK 20 Watt Shares et Van Eck. Donc en fait, avant cette date, il y a rien à voir. En fait, on peut en parler pendant 1000 ans, mais la SEC repoussera toujours jusqu'à cette date. Bon, ça tombe bien, on aura l'occasion d'en reparler. Pour les cryptos, c'est chaque vendredi. Alors en termes de sécurité, il y a aussi ce match entre l'Ethereum, le Proof of Stake, et le Bitcoin, le Proof of Work. Lequel des deux, lequel de ces deux protocoles offre le plus de sécurité ? C'est le Proof of Stake. Ainsi a tranché Consensus, qui a envoyé une note à la SEC, le gendarme des marchés américains, pour lui expliquer qu'effectivement, de ce point de vue, la blockchain Ethereum était plus sûre que la blockchain Bitcoin en l'occurrence. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est sur Ethereum, le Proof of Stake, qu'on trouve le plus de sécurité, Owen ? Je trouve que c'est grave de l'avoir positionné comme ça, mais il faut un petit peu de contexte. Déjà, c'est une réponse de Consensus, qui a développé énormément de solutions autour de la blockchain Ethereum et qui a également créé MetaMask et Infura. MetaMask qui est le portefeuille Ethereum le plus utilisé au monde et Infura qui, en gros, pour faire très très simple et pour vulgariser, est un RPC et va permettre d'émettre ces transactions sur la blockchain Ether. Ça aurait été délicat de les voir défendre Bitcoin, sachant qu'en plus, ils s'adressent à la SEC et que ce qui est en cause, c'est un potentiel ETF Ether. Il est donc naturellement de prendre cette position, que ce soit intrinsèquement pour ce qu'ils sont et que ce soit pour le timing et pour la question qui est en jeu. Malgré tout, pouvoir dire et expliquer qu'Ethereum et le Proof of Stake sont plus sécurisés qu'un réseau Ethereum est 7 ans plus jeune que Bitcoin, qui est naturellement moins prouvé de par sa valeur également, et qui en plus de ça ne repose pas sur le Proof of Work et sur l'électricité, qui est une énergie infalsifiable, je ne me serais pas prononcé et je n'aurais surtout pas dit qu'Ethereum était plus sécurisé que Bitcoin, surtout avec tout ce qui est en train de se développer sur Ethereum aujourd'hui, une croissance folle et donc des nouveautés qui peuvent, entre guillemets, remettre en cause certaines choses. Malgré tout, ils auraient mathématiquement prouvé qu'une attaque sur le réseau Bitcoin, c'est-à-dire une attaque 51 pour prendre le contrôle du réseau, coûterait financièrement moins qu'une attaque 34% qui permettrait de prendre le contrôle d'Ethereum. Bref, c'est très théorique, difficilement prouvable, mais ils l'ont affirmé et ça a fait beaucoup de bruit car les vrais holders de Bitcoin et les bitcoiners maximalistes ainsi qu'une grosse partie de l'écosystème crypto n'est pas forcément d'accord avec cette décision. Dans l'actualité de la semaine, le gouvernement veut s'attaquer aux rentes. Et dans l'univers crypto, on a une technique, faut que vous l'expliquiez d'ailleurs, le stacking. Le stacking est-il une rente ? Quelqu'un qui profite des bénéfices du rendement du stacking est-il un rentier ? On a eu cette question d'ailleurs d'un de nos auditeurs, il s'appelle Pedro, qui a entendu parler du stacking. Il nous demande comment ça marche, pourquoi ça rapporte de l'argent, est-ce que ça vaut le coup quand on est investisseur ? Et puis une autre actualité, il se trouve que Lido, leader historique du marché du stacking, est en train de perdre des parts de marché en l'occurrence. Claire ? Le stacking, grosso modo, c'est l'équivalent du minage
sur Bitcoin, sauf que le stacking, c'est chez Ethereum. On parlait tout à l'heure justement de la différence de sécurité entre Bitcoin et Ethereum. La grande différence entre Bitcoin et Ethereum, c'est la manière dont les transactions sont validées sur chacun des réseaux. Sur Bitcoin, il faut une dépense en énergie puisqu'on va faire des calculs pour aller valider des blocs de transactions. Sur Ethereum, alors ça se passait comme sur Bitcoin jusqu'à il y a peu de temps, 1 ou 2 ans. Et puis aujourd'hui sur Ethereum, on est ce qu'on appelle en proof of stake. Et donc pour valider les transactions sur la blockchain Ethereum, on va mettre en séquestre de l'Ether pour prouver sa bonne foi, pour prouver qu'on a intérêt à ce que tout se passe bien dans la blockchain Ethereum. Et puis on va valider des blocs de transactions et être rémunéré pour ça. C'est pour ça qu'on touche de l'argent. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que pour avoir le droit de miner ou de stacker, il faut normalement un montant minimal d'Ether qui est assez élevé, qui est de 32 Ethers. La plupart des gens n'ont pas du tout 32 Ethers dans leur portefeuille pour stacker des Ethers comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est un peu comme sur le minage avec Bitcoin, c'est-à-dire qu'on a des groupes, on a des entreprises qui permettent à tout le monde d'aller stacker et qui sont... qui centralise en quelque sorte ces opérations-là. Lido en faisait partie. Lido d'ailleurs est toujours leader, même s'ils ont perdu des parts de marché. Et donc vous permet d'aller stacker même une toute petite quantité d'Ether. Mais on a pas mal d'autres entreprises qui sont sur ce marché-là. Je pense notamment aux très gros exchanges que sont Binance et Coinbase. Forcément, elles ont beaucoup de liquidités. Et c'est très facile pour elles d'aller dire aux gens, vous avez déjà de l'Ether chez nous, ne le laissez pas dormir. Ah oui. Faites du stacking avec et touchez des rendements. Et du coup, un stacker est-il un rentier? Owen, on n'avait pas prévu de vous la poser cette question, mais on va quand même vous la poser. Est-ce que quelqu'un qui fait du stacking est un rentier? Le gouvernement veut taxer les rentes. Autant que quelqu'un qui a des comptes épargne et qui touche des intérêts dessus. Oui, et puis il prend des risques aussi. Owen. Non, la particularité, c'est qu'en fait, il participe à la sécurisation du réseau. Et c'est ce qui fait que c'est délicat de dire qu'Ether est plus sécurisé que Bitcoin, parce qu'aujourd'hui, on peut poser ces Ethers sur Lido pour faire du liquid staking, c'est-à-dire qu'on va participer au stacking, mais obtenir un autre Ether liquide en échange. Et cet Ether liquide, il y a de nouveaux protocoles qui permettent de le restaker ailleurs. Comme si on pouvait titriser encore et encore le même actif et, in fine, jouer avec la sécurité globale du réseau. Donc, il y a plein de grosses questions qui se posent et c'était tout sauf le moment pour dire Ethereum est plus sécurisé que Bitcoin. On n'en sait rien parce que les deux réseaux n'ont pas encore eu de problème majeur. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que Bitcoin est un mur de béton que personne n'a franchi depuis 2009. Tiens, on va parler du vaste monde de géopolitique et des routes de la soie. Quand les cryptos financent le monde en construction, la Chine annonce le lancement d'une blockchain publique pour accompagner ses futurs partenariats commerciaux, bref, pour financer les routes de la soie qu'elle est en train de bâtir. Une blockchain au service des routes de la soie. Sous les routes de la soie, la blockchain. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, Claire? Que peut apporter une blockchain publique au développement des routes de la soie? Moi, ça me fait penser à tous ces fameux cas d'usage de la blockchain qu'on voyait il y a quelques années sur la traçabilité de certaines chaînes d'approvisionnement sur lesquelles il y avait beaucoup d'acteurs. Alors, en l'occurrence, je pense que dans les routes de la soie, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a non seulement beaucoup d'acteurs, mais il y a aussi pas mal de pays différents et donc des intérêts économiques différents, des chaînes logistiques assez complexes. Donc, je pense que l'idée qu'il y a derrière ça, c'est de trouver une forme de gouvernance décentralisée où chacun des pays, chacun des acteurs aurait son mot à dire. Maintenant, on parle vraiment d'utiliser une blockchain, en l'occurrence une blockchain publique, ou d'en fabriquer une, pour en faire quelque chose qui n'est pas du tout ce pourquoi la blockchain était prévue à l'origine. Donc là, on parle vraiment de pure blockchain, pas de crypto. D'ailleurs, la Chine, les autorités chinoises ont annoncé qu'il n'y aurait pas de crypto-monnaie, qu'il n'y aurait pas de jetons. Donc on peut quand même se poser la question, est-ce que c'est vraiment une blockchain? Est-ce que c'est juste une base de données distribuée? Est-ce qu'il va y avoir du paiement quand même là-dessus? Ce serait intéressant de le savoir parce qu'on sait qu'en parallèle, les BRICS, il y a plusieurs pays qui sont en train de construire aussi un réseau de paiement transfrontalier. Donc on va voir si tout ça va être interopérable. Maintenant, voilà, on est vraiment sur des cas d'usage qui sont très techniques et dont l'impact géopolitique reste à prouver. Oui, mais ça montre que la Chine a un rapport aux blockchains déjà relativement avancé quand même. Elle les a intégrés quand même dans sa stratégie. Alors, ça montre que la Chine s'intéresse beaucoup à la technologie, ça c'est sûr. Maintenant, la Chine n'est pas du tout pro-crypto-monnaie. Ils ont beaucoup restreint le minage notamment et même l'usage des crypto-monnaies. La Chine veut quand même contrôler ce qui se passe. Donc la technologie, oui, la monnaie hors de l'État, pas tellement. Et puis vous vouliez, puisqu'on parle du vaste monde, également évoquer l'Argentine, qui lance, elle, une nouvelle réglementation sur les cryptos. Alors on se demandait si Javier Milei, le président argentin, était pro-Bitcoin et pro-crypto. Est-ce qu'on a un début de réponse à travers cette nouvelle régulation? Oui, alors il avait fait quelques annonces, mais qui étaient très courtes pendant sa campagne pour dire qu'il était plutôt favorable au Bitcoin.
Ce qu'on voit là, en fait, c'est la mise en place d'une réglementation assez classique. Elle fait penser à ce qu'on a chez nous, c'est-à-dire une obligation d'enregistrement pour les personnes ou les entreprises qui proposent des services crypto. La différence majeure étant que ce ne sont pas seulement des entreprises qui doivent s'enregistrer, mais ce sont aussi des particuliers qui peuvent proposer des services crypto et qui doivent aller chercher cet enregistrement. Donc forcément, ça détonne un peu parce que Javier Milei, il était quand même connu pour ne pas souhaiter l'intervention de l'État dans tous les domaines. Et là, on se retrouve avec une réglementation qui fait que l'État va nécessairement intervenir dans cette industrie-là. Il y a aussi quelques voix discordantes qui disent que ce n'est pas du tout normal qu'on considère Bitcoin comme les autres crypto-monnaies et qu'il y ait la même réglementation pour les deux, et notamment des voix qui viennent du Salvador en ce sens. Merci à nos pros des cryptos, Claire Balva pour Débloc, Owen Simonin qui nous accompagnait d'abord en vidéo puis au téléphone. Ben oui, nous aussi on est à pointe de la technologie en Europe. Mais oui, on avance nous aussi. On diversifie les sources de communication, c'est ça qui est bien. Merci Owen. Merci de nous avoir accompagnés. Bon après-midi Owen, bon week-end à tous les deux. Owen Simonin, sa chaîne YouTube Asher. Les pros des cryptos à retrouver sur notre chaîne YouTube, bien sûr BFM Crypto, chacun peut s'y abonner. BFM Business, BFM Crypto, les pros.